Hello! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Dark Matter de Blake Crouch, une SF très classique qui nous parle de réalité parallèle. Les réalités parallèles. Voilà un sujet de science-fiction qui paraît très classique au premier abord. Mais en cherchant un peu, je me suis rendu compte que j'avais lu très peu de textes qui parlent de réalité parallèle au sens strict. Je dis au sens strict car j'ai vu ici ou là sur internet des articles qualifier les uchronies de réalité parallèle. Ça m'énerve un peu car les auteurs d'Uchronie ne s'appuient pas sur le concept de réalité parallèle. En écrivant une Uchronie, ils posent la question « et si cet événement s'était produit plutôt qu'un autre ?» Ils ne s'appuient pas du tout sur l'idée que des réalités parallèles existent. Les réalités virtuelles, elles aussi, sont parfois qualifiées de réalités parallèles. Cela me gêne déjà moins, puisque si l'on prend un exemple que nous connaissons tous, Matrix, on voit bien qu'il existe deux cadres de réalité différents, chacun avec ses règles et dans lesquels on peut passer l'ensemble de son existence sans avoir connaissance de l'autre réalité. Mais là encore, le concept de réalité parallèle ne me semble pas tout à fait exact, puisque l'une des réalités, en l'occurrence la matrice, a été créée dans l'autre réalité dont elle dépend toujours. Les personnages d'Apoc et de Switch l'expérimentent d'ailleurs à leurs dépens lorsqu'ils se font purement et simplement débrancher. Pour moi, c'est qu'une prise à débrancher. Mais pour toi, c'est la mort d'Époque en direct. Trinity. Non! Mais alors, qu'est-ce donc une réalité ou un univers parallèle ? Ce concept est une base très scientifique en fait. Il s'appuie sur l'idée qu'il existe des dimensions qui s'ajoutent à celles que nous connaissons déjà, à savoir la hauteur, la largeur, la profondeur et le temps. Alors loin de moi l'idée de vous faire un résumé scientifique sur le sujet car j'en serais bien incapable, mais de ce que j'ai pu en lire, je retiens qu'à l'heure actuelle les chercheurs pensent très sérieusement qu'il pourrait exister un univers miroir dans lequel on trouverait beaucoup de matière noire. Le passage de cet univers au nôtre serait en fait quasiment impossible, sauf pour des particules très faibles telles que des neutrons. Et d'autres chercheurs vont quant à eux jusqu'à postuler l'existence d'une quasi-infinité de réalités parallèles. Dans ces réalités, les lois mêmes de la physique pourraient s'appliquer de façon différente, ce qui expliquerait d'ailleurs l'existence de la vie dans notre univers. En effet, dans une infinité de réalités physiques, il en existerait forcément plusieurs qui permettent l'apparition de la vie. C'est le concept de multivers. Comme je vous le disais, je connais très peu de textes qui s'appuient vraiment sur le concept de réalité parallèle. Je n'en ai lu en fait que deux, L'univers en folie, écrit par Frederick Brown en 1949, qui est un roman de SF humoristique, dans lequel le personnage principal se retrouve coincé dans une réalité parallèle assez loufoque, puisqu'elle est en effet assez similaire à celle des Pulps. Et quant au deuxième roman, il s'agit de L'homme à rebours de Philippe Curval, qui est quant à lui un texte beaucoup plus sérieux, qui nous parle d'un homme qui se découvre une capacité à voyager dans d'autres dimensions. Les deux textes sont considérés chacun à leur manière comme des classiques de la SF, mais je n'ai aimé aucun des deux pour être honnête. Si vous connaissez d'ailleurs de bonnes références en matière de littérature sur la réalité parallèle, je suis preneur. N'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Quant à Dark Matter, le roman dont je m'apprête à vous parler, il explore justement le concept de multivers. Il s'agit donc vraiment pour le coup d'un roman qui traite de réalité parallèle. Jason est prof de physique. Il vit avec son épouse Daniela et son fils de 15 ans, Charlie. Ce soir-là, Jason et Daniela évoquent avec regret le succès qu'ils auraient chacun pu avoir dans leurs voies respectives. Lui avait commencé des recherches brillantes en physique et elle était une artiste plasticienne prometteuse. Mais voilà, les deux ont fait un enfant, ce qui a arrêté net leur ascension. Difficile en effet de travailler toujours plus si l'on veut aussi réussir une vie familiale à côté. Jason y pense d'autant plus ce soir-là qu'il est invité dans un bar pour fêter le succès d'un de ses anciens amis, Ryan Holder. Celui-ci vient en effet de recevoir un prestigieux prix scientifique, accompagné d'une cagnotte de plusieurs millions de dollars. Jason est jaloux, il n'y a pas d'autre mot. Cette jalousie est d'autant plus palpable ce soir-là qu'une fois arrivé dans le bar, Ryan, sous l'effet de l'alcool, balance à la figure de Jason qu'il a raté sa vie de chercheur. Ryan lui souligne qu'il était brillant et que c'est lui qui aurait dû recevoir ce prix s'il n'avait pas tout arrêté. J'imagine qu'en vous décrivant ces premières pages du roman, vous ressentez la même chose que moi.
Avec ses gros sabots, l'auteur sème les éléments qui vont varier d'une réalité parallèle à l'autre. On le voit gros comme une maison, ce qui m'a un peu agacé sur le moment. Et c'est d'ailleurs une critique transversale que je ferai à ce roman. L'auteur, Blake Crouch, utilise beaucoup de ficelles littéraires. L'inconvénient, c'est qu'on est assez peu surpris, mais l'avantage, c'est que ça produit un texte globalement réussi et qui se lit assez efficacement. Mais revenons à cette discussion dans le bar. Ryan se montre tellement odieux en parlant des ratés professionnels de Jason que celui-ci, n'en pouvant plus, tourne court à la conversation et décide de rentrer chez lui, retrouver Daniela et leur fils. Et c'est à ce moment-là que tout dérape. Un mystérieux individu le kidnappe, l'amène dans un entrepôt éloigné et lui demande de retirer ses vêtements. L'individu a le visage masqué, mais Jason croit reconnaître sa voix. Et curieusement, son kidnappeur semble savoir beaucoup de choses sur lui. Il lui dit « Je sais tout sur toi. On peut même dire que je suis un spécialiste de ta biographie. » Et il va jusqu'à demander à Jason s'il appelle son épouse Daniela ou Dani. Bon, quand je vous parlais de ficelle, vous voyez de quoi je voulais vous parler. À ce stade, alors qu'on n'est qu'au tout début du roman, on a déjà très bien compris que le bouquin allait parler de réalité parallèle et que le kidnappeur n'est autre qu'un Jason Biss, venu d'une autre réalité et qui va prendre sa place dans celle-ci. Mais malgré cette évidence, on a le droit aux ruminations de Jason pendant pas mal de chapitres, se demandant qui pourrait bien être ce mystérieux kidnappeur. L'auteur prend un peu le lecteur pour un con. Revenons à notre Jason, forcé de se déshabiller. Son kidnappeur, le Jason Biss, lui injecte un produit dans le sang qui l'endort assez vite. Il se réveille dans une autre réalité, mais ça il ne le comprend évidemment pas tout de suite, où tout le monde l'accueille comme un héros. Dans cette réalité, le Jason Biss a eu un parcours de vie très différent. Il n'est pas resté très longtemps avec Daniela et n'a pas fait d'enfant. Il a pu se consacrer pleinement à sa carrière professionnelle et est devenu un inventeur de génie. Inventeur de génie, et je pèse mes mots, puisqu'il a ni plus ni moins conçu une machine permettant de voyager à travers les réalités parallèles. Cette machine paraît en apparence assez simple et il s'agit d'une grande boîte dans laquelle on pénètre par une porte. Une fois à l'intérieur, on s'injecte un produit dans le sang et une fois que le produit fait son effet, on ne voit plus seulement une boîte et sa porte, mais un couloir infini donnant sur une infinité de portes. Chacune mène sur une réalité parallèle différente. Et s'il est accueilli comme un héros dans cette réalité, c'est parce qu'il y a quelques mois, le Jason de cette réalité, le Jason Biss, est entré dans la boîte pour faire l'essai d'un premier voyage. Aucun de ses collaborateurs qui avaient fait l'essai auparavant n'était revenu. Et comme lui-même ne revenait pas, l'équipe de recherche commençait à être désespérée. En découvrant ainsi Jason endormi devant la porte, tous ses collaborateurs ont sauté de joie. Leur Jason était revenu de son voyage et allait pouvoir leur en faire le récit. Jason met évidemment un peu de temps à comprendre ce qui lui arrive, de même ses collaborateurs mettent aussi un peu de temps à comprendre qu'ils n'ont pas le bon Jason face à eux. L'enjeu pour lui sera de réussir à fuir cette réalité qui s'avère finalement assez peu hospitalière pour lui, vous le verrez, et de réussir également à regagner sa réalité d'origine. Une chose pas si simple car comme je vous le disais, il existe une infinité de réalités, donc difficile de retrouver la bonne, ce qui occasionne pas mal de péripéties. Intrigue assez simple comme vous le voyez, mais c'est très efficace. Et malgré les ficelles un peu trop grossières, j'ai tout de même ressenti du suspense, et il y a même plusieurs rebondissements d'ailleurs que je n'ai pas vu arriver. La psychologie de Jason est par ailleurs réussie, ce qui est toujours un point important pour moi, surtout pour un bouquin qui traite de la question des choix de vie. Oui, les choix de vie. C'est en effet tout le sujet de ce roman. En nous mettant face à un Jason Biss qui a réussi professionnellement, on se confronte à la question de savoir si l'on est plus heureux en fondant une famille, quitte à ne pas évoluer professionnellement, ou si l'on est au contraire davantage heureux en devenant un chercheur célèbre, sacrifiant alors au passage tout son temps libre à son travail. Cette question est très universelle et cela fait justement partie des sujets personnels qui me taraudent souvent. Alors, bien entendu, dans ce roman, les deux options qui nous sont présentées sont un peu extrêmes, j'ose en effet espérer qu'il est possible de fonder une famille et de réussir professionnellement, mais cela a le mérite de nous interroger sur nos propres choix de vie. Au passage, sur cette question des choix de vie, je vous invite d'ailleurs à lire Replay de Ken Grimwood, qui est un excellent roman que l'on peut classifier dans la catégorie des uchronies personnelles. Dans ce roman, le personnage meurt en fait systématiquement à 43 ans et ressuscite toujours dans le passé alors qu'il n'est encore qu'un enfant. Le personnage peut ainsi essayer plusieurs parcours de vie, ce qui donne des choses plutôt intéressantes. Je vous le recommande chaudement, c'est une de mes meilleures lectures de science-fiction.
Pour conclure sur Dark Matter, comme vous avez pu le comprendre, j'ai plutôt aimé. C'était distrayant, il y avait de bonnes trouvailles et j'ai bien apprécié le personnage principal. Mais pour autant, ce n'est pas le bouquin du siècle, sachez-le. Et pour les fans de hard SF, ayez aussi en tête que le sujet manque de rigueur scientifique. Ce n'est d'ailleurs pas de la hard SF. Blake Crouch surfe certes sur le concept de multivers, nous donne quelques explications sur la création de la machine qui permet de voyager dans différentes réalités, mais le concept de multivers est avant tout un outil littéraire pour lui et absolument pas un sujet scientifique. Concernant d'ailleurs ce manque de rigueur scientifique, vous verrez que Blake Crouch met en scène quelques paradoxes sur les réalités parallèles. C'est pas mal parce que ça permet de pimenter le voyage de Jason et cela crée quelques rebondissements. Mais si vous êtes attentif, vous vous rendrez compte que Blake Crouch choisit de faire exister ces paradoxes uniquement quand ça l'arrange. S'il jouait à fond la carte de ces paradoxes, en fait l'intrigue ne tiendrait quasiment plus debout. Mais bon, ça je vous laisse le découvrir par vous-même. Pour ma part, les paradoxes en SF, ça ne me dérange pas, car c'est souvent nécessaire à la possibilité même de l'histoire. Bon, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très vite sur Miroir SF.